c'est ce qu'on dit souvent, l'incompétence coûte plus cher que la compétence. Le plus important, je pense, c'est l'organisation. Tu as dit plusieurs fois le mot humain, mais je crois que tu as une vraie passion de l'humain et de le prendre d'un point A et de l'emmener vers un point B facilement. Et... De toute façon, à vouloir plaire à tout le monde, on va plaire à personne. Si ton automatisation, elle apporte de la valeur, tu déshumanises pas ton activité. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit BNB. Esprit BNB, c'est le podcast qui va booster ta location courte durée, mais pas que. Si tu fais de l'IMO, en général, tu verras qu'ici on aborde beaucoup de thèmes dans ce domaine, location longue durée, locaux commerciaux, marchand de biens prochainement et plein d'autres sujets. Je suis Lauriane et je suis accompagnée pour cet épisode de Maxime. Salut. Oh, c'était timide, hein. Alors aujourd'hui, nous accueillons un invité qui conjugue passion et pragmatisme comme personne d'autre. CPE le jour, entrepreneur le soir. Je vois sa tête, il se dit mais de quoi elle me parle? Je vous présente Nicolas d'Automatic BNB. Bonjour Nicolas. Bonjour Lauriane, bonjour Maxime. Alors, avec Nicolas, on se connaît pas trop, mais je te suis sur les réseaux sociaux. Je te suis pourquoi? Il y a vraiment un intérêt derrière. Je viens de finir des travaux d'une nouvelle location courte durée. Va falloir que je m'inspire fortement de toi pour performer, parce que c'est pas le cas. Enfin, pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, mais là, j'augmente et je sens que ça va vite être compliqué. Donc, par contre, tu connais déjà Maxime, puisque vous travaillez tous les deux ensemble. Ouais. Alors, Nicolas, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je dois avouer que ce qui m'intrigue en fait le plus chez toi, eh bien, c'est cette dualité entre ton rôle de CPE et celui d'entrepreneur dans le monde de la location courte durée. Dans tous les cas, moi je vous le dis, eh bien, on va apprendre beaucoup aujourd'hui. Cet épisode, eh bien, ça va être une belle leçon. Une leçon de quoi? Eh ben, vous le saurez à la fin. Mais avant, j'ai envie de faire une petite parenthèse. Vous êtes nombreux à me demander l'avancée des travaux de mes 3 LCD sur Strasbourg. Eh bien, au moment où vous nous écoutez, le plus grand des apparts est enfin fini. J'ai pu ouvrir pour le marché de Noël. Bon, je vous le dis, hein, c'est un taf de malade. Pourquoi c'est un taf de malade? Vous l'avez entendu dans l'épisode avec Jean-Christophe Griselin. On a décidé de faire une déco différente pour chaque pièce. Et encore, je dis pour chaque pièce non, parce que quand on a la cuisine, le salon dans la même pièce, on a fait 2 décos différentes et on a encore rajouté un bureau. Mais pour le coup, comme vous êtes pas mal à me demander, je vous mets des photos du avant-après sur la page Insta que j'ai enfin faite. Hein. Évidemment, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Donc ça s'appelle Strasbourg BNB. Vous allez dessus et vous voyez les photos. Allez-y pour cette petite parenthèse. On passe au sujet du jour. De la cour d'école aux clés du succès en LCD, la double vie de Nicolas. Pour démarrer, Nicolas, et même si je t'ai super bien teasé, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Comment tu as atterri dans ces 2 mondes a priori, ou même pas a priori, hein, complètement différents? Alors je comprends bien qu'à chaque fois que je présente mes activités, ça puisse intriguer le grand public. Donc effectivement, donc moi je suis CPE depuis maintenant presque 10 ans dans l'éducation nationale et je fais de la location courte durée depuis maintenant 2017. Et donc depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, à travers la location courte durée de biens que je détiens en nom propre, voire même de sous-location professionnelle, j'exploite aujourd'hui 20 biens. Et je fais ça effectivement en parallèle de mon activité professionnelle. Et puis, comme je n'en avais pas assez, et puis que j'aime bien effectivement transmettre beaucoup de choses, au-delà de ça, je fais aussi de l'accompagnement et de la formation pour aider effectivement les loueurs à développer leur activité, justement, à pouvoir allier leur passion, leur vie de famille, leurs loisirs avec effectivement la location courte durée. Donc, mon objectif, c'est simplement de permettre aux gens de pouvoir gérer leur location courte durée en 2 heures par semaine. Voilà ce que j'amène et en fait, je suis la preuve concrète que ça peut exister. Du coup, c'est nickel parce que ça va me permettre de passer sur la première question. Comment toi tu fais justement pour arriver à conjuguer ta vie de CPE et tes 20 LCD? Parce qu'on sait que la gestion de la courte durée, ça prend énormément de temps et on imagine aussi que le taf de CPE aussi. Alors effectivement, l'aspect chronophage de la location courte durée n'a pas besoin d'être démontré. Effectivement, c'est le point négatif de la location courte durée. Donc moi, quand je me suis lancé dans la location courte durée,
j'ai rapidement réfléchi à quel système je pouvais mettre en place pour automatiser donc déjà un maximum de tâches et tout ce que je ne pouvais pas automatiser, tout ce que je pouvais déléguer. Et donc, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, j'ai mis en place ce que j'appelle un écosystème qui me permet de passer très très peu de temps à gérer mes locations courte durée. En fait, moi, ce que je dis souvent, hein, je travaille sur mes locations courte durée et non pas dans mes locations courte durée. Et mon quotidien, aujourd'hui, c'est une petite routine de 15 à 30 minutes par jour où, en fait, je regarde les chiffres de mes locations courte durée, notamment trois indicateurs importants qui sont le taux d'occupation, le prix moyen à la nuitée et le chiffre d'affaires. Et j'ai mis tout en place une organisation qui amène à ce que soit ça soit automatisé, et on pourra rentrer dans le détail par la suite pour savoir ce que j'ai automatisé, et également déléguer toutes les tâches que je ne pouvais pas automatiser. Et donc, j'ai mis en place une organisation comme une entreprise, tout simplement. Et en fait, mon entreprise devient, on va dire, un actif où moi, je suis simplement le pilote de ce véhicule. Et au quotidien, je vérifie simplement que les indicateurs sur le tableau de bord sont bons. Et s'il y a effectivement des problèmes dans les indicateurs indiqués sur le tableau de bord, c'est moi qui modifie ça avec mes équipes. J'ai mis en place un écosystème de 2017 à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'avoir du temps libre pour me consacrer à différentes activités. Déjà, mon activité professionnelle, qui est avant tout pour moi un loisir et un plaisir. Et d'autres tâches, je suis aussi bénévole dans un club de rugby. Enfin, voilà, je m'investis un maximum. En tout cas, c'est là-dedans où je prends vraiment plaisir. Et puis, c'est comme ça que je me sens libre. Ok, en fait, tu nous parlais donc de ta méthodologie, de tout ce que tu as mis en place pour automatiser. Moi, parce que je m'intéresse à ce que tu fais, comme j'ai dit, parce que je vais très vite rejoindre tes rangs. Et donc, j'ai besoin de savoir un petit peu, tu vois, les grandes lignes de ta méthode, ce que tu permets d'automatiser. Bref, explique-moi, moi qui fais, tu vois, de la LCD pour l'instant, alors j'en ai pas beaucoup, donc c'est assez simple, mais qu'est-ce que cette méthode, elle va me permettre de faire en moins? Souvent, on dit: «Qu'est-ce qu'on peut faire en plus?» Là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire en moins? Alors, déjà, la méthode, elle va te permettre de gagner du temps. C'est-à-dire qu'au lieu de passer 2 heures par jour à gérer tes locations courte durée, avec ma méthode, tu vas en passer seulement 2 heures par semaine. Donc, en fait, ma méthode passe par différents points. La première, c'est déjà de faire une étude de marché. C'est la partie invisible de l'iceberg qu'on oublie souvent de mettre en place. Cette partie-là, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire déjà, avant même de mettre en location son bien, c'est de savoir que recherchent nos voyageurs, quel type de voyageurs on va cibler, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur vendre comme upsell, quelle tarification on va pouvoir leur mettre en place, etc. etc. C'est toute cette partie invisible de l'iceberg qui est extrêmement importante. Puisqu'il ne faut pas l'oublier, c'est que dans la location courte durée, on a nos voyageurs. Bon, grosso attends, je te coupe juste. En fait, je me dis que là, j'ai tout fait à l'envers. Tu vois, j'ai lancé ma LCD et je suis pas venue te voir avant. Donc, mais j'étais dans les travaux. Tu vois, c'est toujours le problème. On est dans les travaux. On est à fond. Il faut l'ouvrir. Et en fait, j'ai Non, fait mais à je le vois l'envers. bien parce qu'effectivement, dans ceux que j'accompagne, ils me disent ouais, j'ai mis mon annonce sur Airbnb, sur Booking, ça marche pas, ou j'arrive pas à avoir les mêmes résultats que toi. Comment ça se fait? Parce que je leur dis tout simplement, enfin, c'est comme tout business. À un moment donné, il y a un minimum, une étude de marché à faire, c'est-à-dire que en fonction du type de ville dans lequel vous êtes, vous n'allez pas cibler la même clientèle. Ça peut être aussi bien des businessmen que des familles, que des couples. Ensuite, en fonction du type de logement que vous allez avoir, du quartier dans lequel vous allez vous situer, etc., vous n'allez pas mettre en place les mêmes choses. Je le rappelle souvent, vos voyageurs sont des clients, votre produit, c'est votre appartement, votre logement, votre maison, et il faut que ce produit corresponde aux besoins de vos voyageurs. Mais à un moment donné, si vous ne savez pas quels sont les besoins de vos voyageurs, vous pouvez automatiser, déléguer, faire tout ce que vous voulez, ça va pas être magique comme ça. Donc, à un moment donné, ça, c'est l'étape de base, c'est savoir qu'est-ce qu'on vend. Et pour ça, c'est très simple, hein, il y a des méthodes très simples. Aujourd'hui, vous allez sur un site comme Atout France. Atout France, c'est une institution qui met en place des labellisations, des classements pour notamment les meublés de tourisme. Les meublés de tourisme sont simplement ce qu'on appelle, nous, vulgairement, des Airbnb. On vous dit quels sont les attendus de nos voyageurs si vous voulez que votre logement ait l'équivalent d'une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles ou 5 étoiles.
Rien que déjà, en allant regarder ce cahier des charges, vous pouvez savoir quels sont les attendus de ces voyageurs en fonction de la qualité du logement que vous voulez mettre en place. Ensuite, sur les plateformes comme Airbnb, Booking, vous pouvez rapidement savoir quels sont le top 10 des recherches dans votre ville, quels sont les équipements les plus recherchés. Et l'idée, c'est justement de mettre ça en place dans vos logements. Une fois que vous avez mis ça en place, bah évidemment, quand on va mettre en place toutes les stratégies marketing pour optimiser votre annonce sur Airbnb, sur Booking, lorsque vous allez mettre de façon stratégique vos photos sur les annonces, les titres sur les annonces, ben, tout ça, ça va amplifier le fait d'avoir plus de clics sur votre annonce et donc mécaniquement plus de conversions et donc mécaniquement plus de Tu vois, conversions et de réservations. moi, ce que je conseille aussi souvent, comme je suis community manager aux gens avec qui je travaille, c'est aussi d'aller voir, les annonces des apparts qui entourent et d'aller voir les commentaires dans ces annonces. Alors ça prend un petit peu plus de temps, mais tu le fais pas non plus toutes les 5 minutes. Et d'aller voir ce que les gens vont dire: «Tiens, il me manquait ça, on aurait pu rajouter ça» et en fait, en allant voir ce qui manque chez les autres, en faire une force chez soi et apporter chez soi ce qui manque chez les autres, en Effectivement, fait, après, aussi. et ça fait déjà partie de l'étude de marché que vous faites au début. Et ensuite, effectivement, il faut avoir une veille professionnelle régulière pour savoir ce qui se fait comme tendance. On sait que la location courte durée, c'est quelque chose qui évolue très vite et c'est donc important de savoir quels sont les attendus de vos clients. Ce qui existait il y a 5-6 ans dans la location courte durée, les demandes de nos voyageurs ont évolué. Je le dis souvent, le Covid est passé par là, l'exigence hôtelière est donc s'est accentuée dans la location courte durée et les besoins de nos voyageurs d'il y a 6 ans ne sont pas ceux d'aujourd'hui, comme ce ne sont pas ceux de la naissance d'Airbnb, qui était pas du tout ça. Donc, il faut vraiment avoir une veille professionnelle. Et cette veille professionnelle, on peut les avoir en faisant tout simplement un travail régulier, que moi je fais tous les mois, c'est-à-dire d'analyser mes indicateurs en fonction des indicateurs du marché. Quand tout à l'heure, je disais que tous les jours, je regarde mon taux d'occupation, mon prix moyen annuité ou tout simplement mon chiffre d'affaires. Ensuite, je vais le comparer à ce que font les meilleurs de ma ville. Donc pour ça, il y a des applications comme AirDNA, comme PriceLabs. Et donc, quand mes indicateurs ne sont pas au vert, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas meilleurs ou en tout cas aussi bien que le marché, je vais aller analyser et voir ce qui se passe. Et je vais aller voir pourquoi certains me surperforment. Je vais aller voir quels équipements ils ont, quel prix ils mettent en place, quel type de logement ils ont, quelles sont leurs politiques Mais ça prend tarifaires. quand même vachement de temps, ça, En non? fait, si tu le fais une fois, ce qui est le plus long, c'est la première fois que tu le mets en place. Une fois que c'est Tu sais quoi? On dirait mes clients quand je leur parle des statistiques, en fait, sur les réseaux sociaux. Je te fais les mêmes réflexions, en fait. Alors Maxime, il va me rejoindre parce qu'on était ensemble il y a pas longtemps sur ça. Tous ceux qui se mesurent s'améliorent. Cette phrase maintenant, elle est Mais là. c'est Et à un ça. moment donné, on peut pas conduire une location courte durée ou des locations courte durée en fermant les yeux. Donc à un moment donné, il faut avoir des tableaux de bord, il faut avoir des indicateurs. Là, je vous parle que de 3 indicateurs. Je vous en dis pas 25. Je vous dis pas que c'est une usine à gaz. Aujourd'hui, en 2023, c'est 3 indicateurs. Vous utilisez un channel manager, SuperHot, Bets24, Smoboo, ce que vous voulez, il vous les donne, ces indicateurs, en temps réel. Et ces indicateurs, vous pouvez les comparer à ceux de votre marché. AirDNA vous le permet, PriceLab vous le permet. Donc maintenant, en temps réel, à l'inverse de peut-être d'autres marchés, vous pouvez récupérer ces données en quelques minutes. Et une fois que vous avez récupéré ces données en quelques minutes, votre rôle, justement, et moi, mon rôle, c'est d'apprendre à mes élèves, ou en tout cas ce que j'ai appris, c'est-à-dire à analyser ces données et en fonction de ces données, à agir pour éviter de ce que je vois tous les jours sur Facebook. Pourquoi j'ai pas de réservation dans vos logements? J'en sais rien. Moi, je sais pas dans quel secteur tu es, je sais pas quel type de logement tu as. Ouais. Bah, tu vois, on en parlait dans un de nos épisodes, là, je crois un des tout premiers, peut-être même l'épisode 1 sur le fait de se Exactement. professionnaliser. Mais quand tu as une entreprise, en fait, il faut rebondir en permanence. C'est le job, d'un entrepreneur, c'est de tout le temps, effectivement, sonder le marché et de tout le temps pouvoir rebondir et pas se dire: «Bah, tiens, bah, là», en tout cas dans le cas de la LCD, ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois qu'il y a rien qui se passe. Non, en fait, tu perds de l'argent à ce moment-là. Donc très rapidement, bah, faut rebondir et donc dans ce cas-là, oui, effectivement, Et en fait, tu analyses, ton une marché fois et que tes tu vas concurrents. analyser tes indicateurs, donc tous les mois, tu vas pouvoir vite savoir si le problème, c'est le prix, pardon, si c'est ton annonce qui est mal optimisée, c'est-à-dire peut-être les photos, le titre, ta description. Est-ce que c'est tes avis voyageurs? Parce que c'est un indicateur aussi important. Et c'est après que tu agis. Donc, une fois que tu sais c'est quoi le problème, c'est facile de dire, bah voilà, je vais agir sur mon annonce, je vais agir sur mes prix, je vais agir, etc. Et les gens font l'inverse, c'est-à-dire ils voient qu'ils n'ont pas de résa,
ils modifient tout sur leur annonce, alors que le problème, c'était peut-être même pas ça. C'est simplement peut-être qu'actuellement, il y a moins de monde sur ton marché. Ou peut-être qu'il fallait juste rajouter 1 ou 2 équipements, j'en sais rien moi, une entrée autonome dans ton logement, peut-être rajouter une politique de prix différente, peut-être mettre une restriction de nuit différente. De temps en temps, c'est juste des stratégies comme ça qu'il faut mettre en place. De temps en temps, c'est pas à modifier l'annonce. Ou de temps en temps, c'est tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, le fait que votre logement ne réponde pas aux besoins de vos voyageurs, les gens ne cliquent pas sur votre annonce. Et tout simplement parce que vous n'avez pas mis en avant peut-être un point qui vous semble pour vous pas indispensable, mais qui l'est en fait pour vos voyageurs. Moi, je vois beaucoup de gens, ils ont des extérieurs et c'est pas mis en avant. Je vois aussi des gens, ils font des entrées autonomes, c'est pas mis en avant, alors que c'est le top 10 des recherches sur Airbnb. C'est vrai, je suis la Et, première. alors, La place de les places parking de aussi, hein. parking, enfin, il y a plein de choses. Ah bah si, ça je te le mettrai Mais en grand, tu vois. J'en cherche là sur Strasbourg. D'ailleurs, s'il y a des gens sur Strasbourg qui nous écoutent, qui ont des places de parking, alors quartier Esplanade, j'en cherche 3. Merci. non, mais voilà, en tout cas, Mais il y avait un truc, ouais. Nicolas, que j'avais trouvé intéressant, puisque j'ai l'occasion, on a l'occasion, comme tu l'as dit, Lauriane, de travailler ensemble. Moi, j'avais noté une chose qui était intéressante sur les KPI que tu avais dit, sur les indicateurs de performance. C'est bien sûr, il était intéressant de se comparer au marché, mais pas que. Il faut aussi regarder tout ce qui est progression, c'est-à-dire que se comparer au marché, c'est bien, mais le marché, il reflète de positions multiples et en gros, le marché n'est plus qu'une moyenne et donc du coup va lisser des performances qui sont soit très hautes, soit très basses. Et finalement, c'est une moyenne et la moyenne n'est pas forcément la réalité. Et donc, il faut aussi, lorsque l'on regarde ces indicateurs de performance, regarder sa progression ou sa diminution. Effectivement, quand on regarde ces Si tu veux indicateurs, nous c'est en parler un important peu, ça. de regarder aussi sa propre évolution. C'est-à-dire, est-ce que on parlait de 3 indicateurs tout à l'heure, est-ce que son chiffre d'affaires évolue? Est-ce que son prix moyen à l'annuité évolue? Est-ce que ça peut être d'autres indicateurs qu'on peut prendre, hein. Ça peut être le nombre de nuits moyen qui est loué dans notre logement. Il y a plein, ça peut être les commentaires voyageurs. C'est tout ça qu'il faut regarder. Après, là, depuis tout à l'heure, je parle que de 3 indicateurs, parce que l'idée, c'est que pour tout le monde, ils se disent à la fin de l'épisode, ça serait bien que je connaisse pour chacun de mes logements ces 3 indicateurs et que je puisse les faire évoluer à la hausse. Et lorsque je vois que ces indicateurs n'évoluent pas à la hausse, me questionner sur qu'est-ce que je dois faire évoluer dans ma location courte durée pour qu'ils évoluent à la hausse. Et c'est pas toujours le fait de modifier son annonce qui fera que ces indicateurs évoluent à la hausse. Et c'est surtout ça que sur lequel je voulais insister. Et pour continuer à ce qu'on disait tout à l'heure, Lauriane, sur comment je fais moi pour que ça me prenne que 2 heures par semaine. Donc, je disais, il y a tous ces indicateurs, et puis c'est ce qui fait que j'automatise, je délègue, etc. Et le gros problème aussi, c'est que les gens ne savent pas recruter. C'est-à-dire, ne savent pas recruter et ne savent pas déléguer. Et pour trouver une dame de ménage, ils pensent qu'en mettant une annonce sur le balcon en disant bonjour, je recherche une dame de ménage sur Airbnb, ouais, je fais un entretien, puis on me dit ah bah ouais, mais les dames de ménage sont mauvaises, je trouve personne qui sait faire le boulot. Mais en même temps, est-ce que tu t'es questionné clairement de qu'est-ce que tu attends de ta dame de ménage? Parce qu'on sait très bien qu'un prestataire de ménage dans le Airbnb, c'est pas que faire du ménage, c'est aussi contrôler plein d'autres points. Est-ce que tu as fait une checklist ménage pour vérifier que le ménage soit bien fait? Est-ce que tu lui as délimité des tâches? Est-ce que tu lui as dit quel résultat tu attends de sa prestation, etc., etc. Il y a tout ça aussi à mettre en place. Et Et ça, tu le coaches dans ta effectivement, formation ça, c'est dans aussi une partie, Ok, cool. ce que je disais, tout ce qu'on peut pas automatiser, évidemment, on peut le déléguer. Et je demande à la délégation, il y a la partie ménage, il n'y a pas que ça, il y a la blanchisserie, il y a la maintenance, etc. Mais le ménage, quand même, le nerf de la guerre. Mais effectivement, recruter ce que j'appelle une équipe gagnante pour sa location courte durée, c'est extrêmement important. Et ça passe par, évidemment, alors mettre une annonce sur le bon coin, etc. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on recherche comme dame de ménage? Quel champ d'intervention on va lui donner? Alors, ça veut dire que vous, déjà, clairement, sur une feuille, sur un tableau Excel ou autre, vous devez déjà définir quelle tâche vous allez lui donner. Comment vous allez évaluer les résultats? Les résultats, c'est pas juste la propreté, parce qu'on sait très bien qu'une prestataire de ménage, on va lui demander de vérifier que les équipements fonctionnent, qu'il y ait bien des piles dans telle ou telle télécommande, que les ampoules fonctionnent, etc. Qu'il Il n'y n'y ait a rien rien de de volé, volé. qu'il n'y ait pas de couvert qui est disparu. Un prestataire de ménage, ça, s'il n'a jamais fait de Airbnb, vous lui avez dit, vous faites du ménage, il fait le ménage. Et vous ne lui avez jamais dit Ouais, c'est explicitement de vrai. faire ça. Donc lui,
Alors moi, j'ai pas de prestataire de ménage, mais j'ai fait une checklist pour mon mari parce qu'on est à deux sur ce qu'on a en LCD pour l'instant. Effectivement, comme lui, il est plus tête en l'air, j'ai vraiment fait une checklist parce qu'il se rendait pas compte. Il oubliait de vérifier si les pots de fleurs sont toujours à leur place, si le cadre il est là, si, enfin, plein de petites choses qui à force. Et pareil, quand il rangeait, je lui disais, quand tu ranges, s'il y a de la vaisselle qui a pas été rangée, range toujours les assiettes au même endroit, les verres au même, tout est au même endroit parce que quand tu reviens quand tu regardes l'appart, tu sais, ton œil sait exactement où sont les choses et très rapidement tu as fait, un petit tour et tu sais ce Bah, qu'il y a besoin, c'est ce que enfin ce qui j'appelle moi manque, la ou pas. standardisation dans mon activité, c'est-à-dire effectivement en standardisant, tu sais à quel endroit se situe telle ou telle chose. Lorsque tu arrives dans le logement, tu peux facilement savoir s'il y a eu un problème, s'il manque quelque chose, et cetera. Et c'est là-dedans où c'est là où notre rôle d'entrepreneur, de loueur en location courte durée ou autre, qu'on ait 1 bien, 10 biens ou 50 biens, c'est là où notre rôle est important. C'est d'organiser, structurer, sécuriser, les personnes avec qui on travaille et là, en l'occurrence, nos prestataires de ménage. Et pareil, ce qui est extrêmement important, et ça, on l'oublie souvent, on le dit souvent, le ménage, c'est le nerf de la guerre. C'est donc quand il y a un problème, c'est souvent avec cette personne-là qu'on va un peu se prendre la tête, se prendre le bec, qu'on va évoquer des problématiques. Il faut donc être avec une personne avec qui vous êtes en capacité d'échanger. Il y a des gens avec qui on se sent mal à l'aise d'échanger. Voilà, on est humain, on le dit souvent, on est des êtres émotionnels. Il y a des gens avec qui ça passe bien, d'autres avec qui ça passe moins bien. Bah ça, déjà, lorsque vous faites un entretien avec une personne pour le ménage ou pour quelle que soit l'activité que vous allez lui déléguer, il faut être capable aussi de savoir si vous allez. Alors, je regarde Maxime parce qu'on a évoqué ça il y a 15 jours ensemble. On était là-dessus, sur est-ce qu'on partage les mêmes valeurs ou en tout cas, est-ce que la personne qui est en face de vous n'a pas une valeur qui est antinomique par rapport à vous, qui fait qu'à un moment donné, vous savez que si à un moment donné, vous devez parler d'un sujet qui fâche, ça va clasher. Or, l'objectif de former un prestataire de ménage ou autre avec vous, c'est pas que ça clash dans 15 jours ou un mois. Donc, il y a tout ça aussi qu'il faut évaluer lorsque vous faites un entretien. Et la plupart des gens, quand je vous leur dis, mais tu as un questionnaire, tu as une trame lorsque tu fais un entretien, bah non. Donc, ça, en fait, c'est au pifomètre, c'est-à-dire, tu sais pas ce que tu évalues, tu sais rien de tout ça. Donc, au final, tu recrutes au pifomètre. Donc, après, il faut pas t'étonner que le résultat, il est au pifomètre. De temps en temps, ça marche bien, de temps en temps, ça marche pas bien. Et donc, c'est tout ça. Donc, le processus de recrutement, c'est tout un travail en amont, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, définir ses tâches, savoir qui on recherche, quel type de personne on recherche en termes de personnalité, etc. Comment on va évaluer ce résultat et faire quel entretien on va faire avec cette personne. Et après, on recrute cette personne. Et après, on forme cette personne sur place. Et je regarde encore Maxime parce qu'on a fait tout un séminaire et un mastermind il n'y a pas longtemps là-dessus. Et franchement, c'était très enrichissant. La personne nous disait, il faut recruter lentement et virer rapidement. Dans le sens où, non mais, en fait, le problème, Exactement. c'est que Non, mais ça coûte cher, ça prend du temps, des nerfs et de c'est ce qu'on dit l'argent. souvent, l'incompétence coûte plus cher que la compétence. C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on fait l'erreur de recruter souvent dans l'urgence. Et je dis nous, et j'ai fait ces erreurs-là. Hein, c'est pour ça, je le dis en toute humilité. Et après, et quand on a cette personne-là, on dit ouais, mais non, mais je peux pas la virer, ça va pas aller, etc. Alors que c'est tout l'inverse qu'il faut faire. C'est prendre son temps pour recruter, réfléchir à tout ce qu'on devrait mettre en place pour bien recruter quelqu'un. Et ensuite, ça marche pas, ça marche pas. Mais en même temps, si tout ce qui a été mis en amont est bien fait, logiquement, la chance que vous viriez cette personne, en tout cas, vous arrêtiez de travailler avec elle si c'est un prestataire de service, eh ben, elle est infime. Mais c'est tout ce travail en amont. Et ça, c'est pour beaucoup d'activités, enfin, c'est pour beaucoup de tâches. Mais c'est partout, hein, dans Exactement. l'entrepreneuriat, c'est pour tout, en Mais fait, ce hein. travail-là, il est souvent pas fait parce que c'est la partie invisible de l'iceberg. C'est un peu comme tout à l'heure quand on parlait de faire une étude de marché dans la location courte durée. C'est tout ce travail qui est ingrat, évidemment, qui ne paraît pas valorisant et qui n'est pas visible. Et Ouais, mais s'il est tu bien gagnes en fait, temps mais s'il est après, bien en fait, fait. derrière, vous gagnez du temps. C'est énorme. Mais t'avais aussi le fait qu'avant la location courte durée, c'était entre guillemets, hein, et puis alors des grosses guillemets, facile. Ouais. C'est-à-dire qu'on a vu, comme tu l'as dit, le marché il a drôlement évolué par rapport à ces 5-6 dernières années. T'as le Covid qui est passé par là, t'as des choses où on attend aujourd'hui on attend, ça a été l'objet d'un de nos épisodes, hein, de la professionnalisation. Les voyageurs aujourd'hui ne recherchent plus et même pénalisent l'amateurisme. Et donc, si dans ta gestion de ton activité, tu es amateur, in fine, le rendu aura ce côté amateur, que ce soit dans la gestion de tes ménages, que ce soit dans la gestion de tes prix, que ce soit dans la gestion de tes annonces. Tout doit être professionnalisé parce que sinon, ce côté un petit peu brouillon, c'est une somme de choses qui va faire que le château de cartes va s'écrouler. Si tout est bien posé et toutes les bases sont bien solides, tu vas pouvoir monter.
Mais si tu es amateur sur les points clés en plus, comme la gestion du ménage, que tu recrutes du personnel parce que t'as pas le temps je suis persuadé qu'il y a des gens qui recrutent du personnel de ménage sans même le voir et sans même aller présenter le logement à cette personne en lui disant bah de toute façon il y a une boîte à clés, le code c'est tant, va faire le ménage là, de toute façon tout y est, tu m'envoies un texto quand il y a besoin d'acheter et à la limite on se croisera. Sauf que là ça peut pas Après, marcher c'est sur le peut-être des long gens terme. aussi qui ont jamais eu d'employés. Et ça, enfin, moi j'ai eu des salariés, donc je sais comment ça se passe. Maintenant, enfin, c'est toujours le truc, quand tu es jeune, tu as envie d'avoir des salariés. Déjà, tu dis, j'ai mon entreprise, youpi, j'ai des salariés, youpi. Une fois que tu as eu tout ça, tu dis, on va déléguer à des prestataires, c'est eux qui les gèrent, les salariés. Mais en fait, ce que je voulais dire, pour beaucoup, n'ont jamais eu à même donner, ou même jamais été chef d'équipe, ou même n'ont jamais eu à déléguer dans leur travail. Donc c'est encore plus difficile dans ton business quand tu sais Ah pas le ben, c'est faire, tu sûr, vois? et c'est là où j'apprends aussi dans l'accompagnement. C'est pour ça que je dis, il y a l'automatisation, il y a la délégation, il y a la standardisation. La délégation, c'est un art. Déléguer, c'est pas juste trouver quelqu'un sur Internet et dire, bah, aujourd'hui, c'est toi qui vas faire la blanchisserie, aujourd'hui, c'est toi qui vas gérer mes prix, aujourd'hui, non. Il y a tout un travail dans ce recrutement-là, que ce soit un prestataire de ménage, un prestataire de service quelconque ou un salarié. Dans tous les cas, il y a une phase de recrutement qui est invisible, mais qui doit être faite par vous en tant qu'entrepreneur ou propriétaire de votre location courte durée et qui est indispensable. En tout cas, si vous voulez déléguer, vous devez le faire. Et c'est ce que j'apprends à faire. Enfin, je pose souvent on pose souvent ces questions-là, hein, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez une checklist simplement pour contrôler ce que fait vos dames de ménage? Oui ou non? Oui, ok. Et où c'est et comment c'est mis en place? Quelque chose de tout simple. Le contrôle, c'est pas pour fliquer, c'est qu'à un moment donné, on sait très bien comment fonctionnent les plateformes. Lorsqu'on travaille avec Airbnb Booking, dès qu'il y a un souci, on vous demande des preuves. Si vous n'avez pas de preuves, c'est le voyageur qui gagne. C'est clair et net. Donc, à un moment donné, et puis ça fait partie de la démarche qualité pour moi d'une activité, c'est-à-dire toujours d'être dans l'évolution continue, dans la progression continue. Et donc, pour ça, il faut aussi contrôler ce qui se passe dans nos logements, dans nos activités. Et en tout cas, moi, c'est tout ce que je mets en place pour aujourd'hui gérer ces 20 logements à distance. Mais souvent aussi, moi, ce que je vois, c'est que tu en as beaucoup, qui, parce que bon, je parle de l'entrepreneuriat et de gérer des équipes ou du personnel qui, vont se dire: «Moi, le jour où j'ai des salariés, moi, le jour où je vais être plus humain que», enfin, du moins, c'est un petit truc qu'on a envie. Alors ça rien n'empêche, on peut rester humain, mais par contre, on peut poser des limites et dire: «Voilà, moi, c'est le job que je te demande et il faut le faire». Mais on peut rester très très humain là-dessus et justement, on en parlait, si à un moment donné, si le job est pas fait, pouvoir gentiment venir dire: «Hey, tirer la sonnette d'alarme, c'est pas fait». Et ça, moi, je trouve, hein, que c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal parce que finalement, souvent, alors moi, ça fait 20 ans que je suis à mon compte, donc je sais plus trop, mais j'entends un petit peu les échos à côté où les gens râlent sur leurs supérieurs et tout ça. Mais d'un autre côté, il doit aussi donner des limites pour que le job soit fait en face. Et c'est ce qui doit arriver aussi, quand on a une équipe d'entretien, une femme de ménage, pouvoir à un moment donné dire: «OK, donc être très clair au départ», c'est comme tu dis, être très clair sur ce que tu lui demandes au départ, mais pouvoir dire aussi, tout en bienveillance: «Là, c'est pas respecté», tu vois? Et ça, c'est dur, c'est très dur. Ben, Bon, tu en l'apprends fait, avec c'est dur l'expérience, et à hein, la fois, je c'est trouve très que c'est même, difficile. mais c'est dur, mais c'est en même temps plus humain et plus juste. C'est-à-dire que si, on s'est mis d'accord, dès le début, Lauriane, on travaille ensemble, on s'est mis d'accord sur un résultat. Aujourd'hui, le résultat, il est pas atteint. Je l'ai pas atteint ou tu l'as pas atteint. C'est facile au bout d'un moment de se mettre sur une table et de dire: «Voilà, on s'est mis d'accord sur un résultat, il est pas atteint». À un moment donné, si on n'a pas défini ensemble le résultat qu'on attendait ensemble, au contraire, on aura toujours ce sentiment d'injustice en disant: «Mais moi, on m'a jamais dit ça, moi j'ai jamais compris que c'était ça parce que vous avez pas été explicite avec moi». Et c'est comme ça que le problème commence. Et et pour moi, je trouve que même c'est davantage humain, et juste de poser le cadre. D'ailleurs, c'est sécurisant de poser le cadre. Au début, c'est contraignant, on est d'accord, mais c'est sécurisant par la suite. C'est comme dans l'éducation avec les enfants. Et à un moment donné, cette sécurité, si elle est présente, bah, au contraire, je trouve, c'est ce qui permet une relation bien plus saine et plus sereine entre un prestataire et puis nous-mêmes, ou entre un salarié et ses supérieurs hiérarchiques. Mais quand les choses ne sont pas définies clairement, quand il y a trop de zones grises, trop de zones de flottement, et il y en a déjà assez parce qu'on travaille avec de l'humain et tout peut pas être cadenassé, si déjà ce qu'on peut cadenasser, on ne le cadenasse pas, bah, c'est sûr qu'à la fin, ça finit par... on est des êtres d'émotion, donc au bout d'un moment, ça crée des problèmes et des relations distendues, et puis une fois que la corde est cassée, c'est fini, quoi. Et du coup, je vais revenir un peu à la base de notre Ouais. discussion, mais
comment t'intègres ça, donc cette gestion dans ta routine quotidienne, hebdomadaire? C'est comment toi, parce que tu disais que tu travaillais entre 15 et C'est ça. 30 minutes par jour sur tes LCD, comment t'intègres justement ce pilotage humain dans ton automatisation, dans ta Alors moi, délégation? comme je disais, donc tous les jours, je regarde mes indicateurs. Mes indicateurs me permettent de savoir où, dans quel sens on part, si on part dans la bonne direction ou pas. Et donc ça me prend une dizaine de minutes, hein, parce que comme je vous l'ai dit, maintenant, avec des logiciels très simples, on peut récupérer ces informations. Et moi, en fonction des indicateurs vers où on part, soit je fais des feedbacks aussi positifs à mes équipes. On a un groupe WhatsApp en disant, bah voilà, c'est tout bon. En gros, aujourd'hui, on a assez réservé. Les commentaires des jours précédents étaient positifs, etc., etc. Ou à l'inverse, s'il y a un souci, je sais pas, un mauvais commentaire, ça peut arriver, un manque de réservation, et cetera. Et ben, en fonction de mon analyse, si par exemple je vois que c'est des mauvais commentaires, ben voilà, moi je fais le point avec mon équipe ménage en disant bah là, attention, on nous remonte tel problème, je sais pas moi, une odeur suspecte dans les toilettes, ça qui est cassé, le rideau qui se ferme plus, etc. Et moi, on a un groupe WhatsApp où dedans, il y a la personne qui s'occupe de la maintenance et mes prestataires de ménage, et plus principalement mes city managers, parce que moi, dans mon organisation, en fait, pour que vous puissiez comprendre comment je fonctionne, c'est que j'ai un city manager par ville, donc moi, je suis dans 3 villes. Et en dessous, en dessous de ces city managers, j'ai mes prestataires de ménage. Mais au début, quand j'étais on va dire en plus petit comité, quand j'avais 2, 3 logements, j'avais pas de city manager. Je parlais directement à mes dames de ménage. Maintenant, je parle directement à mes city managers, mais la pratique est exactement la même. Donc moi, je parle aujourd'hui à mes city managers, mais si aujourd'hui vous avez 2 ou 3 apparts, vous allez parler directement à vos dames de ménage et leur dire, bah voilà, je te montre la capture d'écran, voilà les commentaires qu'on a eus. Il y a ça, ça, ça qui a été remonté. Je te demande aujourd'hui d'aller vérifier ça, 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 ça. Et tu me mets, ben moi j'utilise Superhot dans la checklist ménage ou dans la checklist incident s'il y a un souci ou s'il n'y a pas de souci. Enfin, en tout cas, tu me fais remonter que ça a bien été fait, bien été checké. Et après, tu peux même utiliser d'autres logiciels quand tu développes vraiment, où tu peux suivre vraiment tous les tickets de ton activité. Mais l'idée, c'est de comprendre qu'il faut mettre en place cette démarche-là. Après, évidemment, elle sera artisanale un peu, comme j'ai dit, là, avec un groupe WhatsApp, quand on a 2, 3, 10 ou même moi, là, j'ai 20 logements. Mais peut-être que si vous avez 50, 100 ou 200 logements et vous m'entendez aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir un logiciel qui permet tout simplement d'avoir tous les tickets problématique de vous de mettre les priorités sur ces tickets et donc derrière vous de demander à vos équipes de régler tel ou tel ticket. Mais en tout cas, moi dans ma routine quotidienne, ben voilà, j'ai 10 ou 15 minutes où j'analyse les données et pendant 10 ou 15 minutes, je donne les priorités du jour à mes équipes. Et eux, en fait, comprennent très bien, parce qu'en fait, ça porte toujours sur des données, sur du factuel. C'est pas je crois que, je pense que. C'est factuellement, voilà, le commentaire dit ça, ou on a moins de réservations, ou ben, au contraire, on a eu des excellents commentaires, on a plus de réservations, on a loué plus cher en prix moyen à l'unité qu'à l'habitude, ben, je vous félicite, c'est très bien, etc. Donc c'est aussi ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est aussi quand vous échangez, moi tous les jours, j'échange avec mes équipes, l'idée, c'est pas par contre de leur parler que quand c'est négatif, c'est leur dire quand c'est positif. Ah Ouais, tiens, quand c'est positif, ouais. ouais. Justement, j'ai une petite question. Donc, est-ce que tu as une carotte pour tes équipes justement quand c'est positif? Est-ce que, ils ont peut-être si à un moment donné tout fonctionne bien depuis un petit bout de temps, tu as des bons retours, des bonnes notes, est-ce qu'à ce moment-là, il y a un petit bonus? Est-ce qu'ils sont un peu plus payés ou pas? Alors moi, je mets pas ça en place. Par contre, j'essaye de les mettre dans un bon cadre. C'est-à-dire, par exemple, la semaine prochaine, donc moi, je me cache jamais, je suis à Dijon, donc la semaine prochaine, voilà, mercredi prochain, on se voit, je leur offre un resto. Lorsqu'il y a un qui dit, bah voilà, moi aujourd'hui, je peux pas travailler, j'ai un problème, etc. Bah voilà, on trouve une solution pour travailler sans lui, etc. L'idée, en fait, moi, c'est de les payer correctement, de leur permettre, bah voilà, quand ils doivent s'absenter, quand il y a un souci ou autre, évidemment, pas dans l'excès, mais voilà, avec bienveillance, de leur accepter ces temps de disponibilité, ces temps libres. Et aussi, ben, la carotte, voilà, c'est de passer des moments ensemble. De temps en temps, je leur offre un petit truc là-dessus, un resto ou un temps convivial. Et ça me permet en plus de les voir en physique, parce que c'est vrai que moi, comme j'habite à 2 heures de mes logements, bah, je les vois très rarement en physique. Et donc, ça, c'est aussi agréable. En fait, pendant longtemps, en fait, j'avais mis, enfin, pendant longtemps. Au début, quand j'avais commencé, je mettais en place justement un peu ces effets bonus, etc. Et en fait, je me suis aperçu que c'est pas, C'est dur à ouais, gérer c'est dur peut-être, à hein? gérer. Puis en plus, je me suis aperçu que c'est pas ce qui permettait d'avoir des meilleurs résultats. Moi, j'ai vu, c'est qu'en mettant en place cette organisation que j'évoque depuis tout à l'heure et en travaillant là-dessus, en me formant là-dessus,
que les résultats. Donc c'est l'humain, le En fait, confort parce de que travail aussi l'humain, qui en fait en fait, fait. une fois que j'avais sécurisé toute l'organisation, etc., en fait, c'était bien plus important pour eux que juste des bonus, quoi. Parce qu'en fait, eux, ils avaient ce sentiment que les bonus, ils n'arrivaient pas à comprendre vraiment quand est-ce que ça arrivait, quand est-ce que ça arrivait pas. Parce que sans doute, je faisais Ouais, puis c'est l'erreur de. stressant, Effectivement, ouais. il y avait ce stress aussi que du résultat. Donc, enfin, en tout cas, moi, je le mets plus en place et c'est très bien. Ce qui est le plus important, je pense, c'est l'organisation. Ouais, puis c'est plus sympa un resto C'est tous ça. ensemble. Et pour rebondir un peu sur l'aspect sollicitation des équipes, comme tu gères aussi de l'humain, comment ça se concilie avec ta vie pro à côté comment tu fais en sorte que Oui, justement, sa vie pro, c'est sa vie de euh, CPE, hein, si C'est ça. jamais. Hein. ouais, voilà, ta vie de CPE, comment tes locations courte durée ne viennent pas en fait perturber ton boulot de CPE parce que bon, moi je le sais, mais tu continues dans t'es dans cette voie-là parce que c'est un métier passion, c'est quelque chose qui te plaît Ouais, parce que moi, d'être j'avais au la quotidien question avec les aussi, jeunes. c'est pourquoi tu n'arrêtes pas ton boulot de CPE? Bah, souvent, quand on change de branche, pour la plupart, hein, quand on les entend, c'est parce que bah voilà, je sors de la rat race, je prends un autre tournant, je veux gagner de l'argent, travailler moins. Toi, c'est je veux gagner de l'argent, je veux travailler Non, plus. c'est pas travailler plus, c'est en fait, T'aimes les non, deux. mais on le voit bien, ceux qui, alors on dit réussir, même si la définition de réussir est peut être différente de chacun d'entre nous, mais quelqu'un a créé un business, n'importe quel business, l'a développé, se fait énormément d'argent. Ce qui se passe, c'est que son temps libre au quotidien, alors au début, il va se sentir en vacances, etc. Mais il va pas être sous un cocotier, sur le sable fin toute la journée. On le voit bien dans n'importe quel domaine. Là, il y a du boulot tout le temps. Un sportif de très haut niveau qui a fini sa carrière alors que, je sais pas, il est footballeur, il est millionnaire, etc. Zinedine Zidane, il a repris le Real de Madrid, il les a entraînés, il s'est remis en danger. Didier Deschamps, etc. On parle de personnes qui sont millionnaires, rien qu'avec leur activité. Pourquoi ils se remettent en danger? Parce qu'en fait, tout simplement, l'humain est fait aussi qu'il n'a pas besoin que de l'argent. Il a besoin de la reconnaissance, de se sentir utile, de faire des choses qui lui plaisent. Moi, aujourd'hui, j'ai une activité professionnelle qui me plaît. Mon activité professionnelle, c'est m'occuper des jeunes, etc. Moi, à la base, avant d'être CPE, j'étais éducateur spécialisé. Ça me plaît bien. Moi, quand je me suis lancé dans l'immobilier, mon objectif, c'était par contre de gagner plus. Parce qu'en fait, euh, en tant que fonctionnaire ou même quand j'étais éducateur spécialisé, nos salaires sont vite plafonnés. Et donc, si à un moment donné, on veut gagner plus, il faut attendre tout simplement qu'on évolue dans les échelons. Moi, je me suis dit, je ne vais pas attendre ça. Et donc, je vais investir dans l'immobilier. Au début, c'était dans l'immobilier en location longue durée. Puis après, je me suis mis dans la location courte durée. Et aujourd'hui, j'ai trouvé le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire, je gagne plus et en même temps, je vis de ma passion, c'est-à-dire de m'occuper des jeunes. Ce matin, voilà, j'étais en mode CPE. Aujourd'hui, je tourne le podcast. Enfin, cet après-midi, je tourne le podcast avec vous. Tout simplement, voilà, là j'allie le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que je gagne plus d'argent en faisant cette activité de location courte durée qui me prend très peu de temps parce que je l'ai organisée. Et pour répondre à ta question, Maxime, moi, en fait, ma routine, elle est simple. Moi, je suis matinal. Le matin, je me lève à 6h, 6h10. Je fais ma petite routine là, de 15-20 minutes que je vous ai dit. Et ensuite, je pars sur ma journée, ma journée de CPE. Je suis jamais embêté de la journée sur mes locations courte durée. J'ai automatisé l'entrée, les prix sont automatisés avec PriceLabs, mes annonces sont créées, mes équipes savent exactement ce qu'ils doivent faire. S'ils m'appellent, c'est vraiment qu'il y a un gros souci. Et donc, ils m'appellent très peu, parce qu'on n'a pas non plus des très très gros soucis tous les jours, et heureusement. Ensuite, tout est géré parce que chacun sait ce qu'il a à faire. Et moi, j'ai aussi un leitmotiv, c'est quand un jour, ça peut arriver, hein, il y a quelque chose qui arrive qui n'était pas prévu. Moi, je me dis, voilà, comment je peux faire aujourd'hui pour résoudre ce problème-là à l'instant T et qui dans mon équipe pourra gérer ce problème les prochaines fois. Et donc, c'est comme ça ce que je fais qu'au quotidien. Moi, mes activités me rapportent de l'argent, mais me prennent très peu de temps. Et la preuve en est, je me suis même lancé dans le monde de la formation après parce que j'ai envie de dire, j'avais du temps. Bah, tiens, j'en revenais juste parce que justement là, je suis en train de me dire qu'en fait, là, en t'écoutant, j'ai pas encore pris ta formation, mais je vais le faire là, absolument. Mais je me dis qu'en fait, je connaissais pas ce côté CPE, c'est Ami et Maxime qui m'en ont parlé. Et en t'entendant parler, je me dis qu'en fait, sur ta passion pour l'éducation, eh ben, elle doit vraiment se refléter sur l'accompagnement finalement que t'apportes, l'encadrement, à mon avis. Bah, dis-nous en plus, mais je sens qu'il y a un truc là sur l'accompagnement qui va être différent qu'on peut trouver ailleurs parce que
t'as dit plusieurs fois le mot humain, mais je crois que ouais, t'as une vraie passion de l'humain et de le prendre d'un point A et de l'emmener vers un point B facilement. Oui, c'est Et ça. Moi, en fait, quand après je suis rentré dans le monde de la formation, parce que, bon, pour tout vous expliquer aussi, après, moi, je suis passé à 80% dans l'activité de CPE. Alors, je vous explique pourquoi, parce que nous, en tant que fonctionnaire, pour être dirigeant d'une entreprise, on peut pas être à temps plein. Donc, par la force des choses, j'ai dû passer à temps partiel. Donc, je suis passé à 80%. Et donc, ça m'a libéré encore plus de temps. Et la transmission est quelque chose qui m'intéresse. Moi, je me suis lancé effectivement aussi dans le monde de la formation après pour transmettre tout ce que je maîtrise dans la location courte durée. Et je dis bien, moi, que je suis passé dans le monde de la formation et surtout de l'accompagnement. C'est-à-dire que moi, mon accompagnement, il est fait d'un coaching de groupe tous les 15 jours. Les gens, ils ont accès à mon WhatsApp personnel où je leur réponds tous les jours via des vocaux ou des appels en fonction des situations. Et évidemment, il y a aussi des vidéos, mais je voulais pas être dans la partie où je vous transmets que des vidéos et débrouillez-vous. Moi, je veux vraiment, et c'est pour ça qu'on fait souvent aussi un appel stratégique avant que la personne rentre dans mon accompagnement ou ma formation, ou même quand je fais des lives, quand je fais des webinaires, c'est toujours en live parce que je veux répondre aux questions en direct aux gens pour être sûr et certain que les gens qui rentrent dans mon accompagnement correspondent à ce que je recherche moi comme personne et surtout que je peux que c'est bien réellement les compris aider aussi. Ouais. et qu'ils aient bien compris où ils vont mettre les pieds. C'est-à-dire que moi, ce que je vous dis, c'est que on peut automatiser, déléguer, etc. Aujourd'hui, ça me prend 2 heures par semaine. Par contre, et je le répète souvent, c'est pas une baguette magique. Pour en arriver là, il y a une mise en action à faire. Il y a un travail à faire. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, faire l'étude de marché, etc. Je vous explique comment faire, mais je ne vais pas le faire à votre place. Moi, je vous accompagne, je vous donne la main pour le faire. Par contre, je ne le fais pas à votre place. Et donc, voilà. Et donc, c'est vrai que moi, c'est important pour moi dans mes accompagnements de connaître mes élèves. Et c'est pour ça que même que je limite dans mes accompagnements 10 personnes par mois pour que je puisse connaître réellement les personnes par leur prénom, connaître leur situation, etc. Et je ne suis pas là à lancer des publicités. Je suis pas là pour critiquer non plus, hein, mais je lance pas des publicités à tout va juste pour vendre des formations vidéo. C'est pas du tout ma manière de voir les choses. Et d'ailleurs, comme moi aussi, je suis un consommateur d'accompagnement et de formation. Je vise plutôt des gens des formations, des accompagnements où il y a vraiment de la relation humaine. C'est d'ailleurs pour ça, hein, rien que dans la sémantique, hein, tu parles plus d'accompagnement que de formation, puisque c'est bon. Moi, je suis un peu partie prenante dans le truc, puisque avec Macomimo, on accompagne Nicolas sur toute la partie marketing et communication. Mais c'est vrai qu'il y a vendu, ouais. Non, mais je déclare mon étiquette quand même parce que on fait un peu de promo quand même. Mais non, mais c'est de dire voilà, il y a bien sûr cette partie en ligne avec des vidéos, mais c'est surtout toute cette partie accompagnement où en fait on n'est pas seul parce que derrière, comme tu dis, automatiser, déléguer, ça peut pas non plus, ça prend toujours. Toutes les méthodes, la méthode doit pouvoir s'appliquer à une situation effectivement, spécifique. Entre celui qui a donc, du une coup, villa, il faut que chaque conseil 3 soit adapté. appartements, 30 logements ou une conciergerie, fait de la sous-loc, il n'aura pas exactement les mêmes besoins. La vidéo va lui permettre que lorsqu'on va échanger ensemble, on va parler avec les mêmes termes, on va se comprendre, on aura au moins une même base théorique. Et après, mon objectif justement dans mon accompagnement, et lorsqu'on fait les coachings de groupe ou dans les WhatsApp perso, c'est d'adapter en fonction de ta situation à toi, en fonction si tu as une activité professionnelle à côté, si tu fais autre chose, etc. Donc voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que de temps en temps, même j'ai des gens au téléphone, je leur dis, mais je ne peux pas t'accompagner. Parce que ça, je ne maîtrise pas. Voilà, je suis honnête, je suis Non, mais vaut mieux le ça, dire, je ouais, maîtrise clairement. pas. Tu vois, j'ai beaucoup de gens aussi qui me contactent pour me poser des questions très très poussées juridiques dans les compositions dans la création d'entreprises. Mais je leur dis voilà, je suis pas un expert comptable, je suis pas un avocat fiscaliste, etc. ou un avocat des affaires. Donc je peux vous dire mon expérience, ce que j'ai fait, etc. Mais je ne prétends pas vous donner des conseils là-dedans. Donc et ça, par exemple, souvent je les renvoie vers des gens que je connais, mais ça, je maîtrise pas. Par exemple. C'est souvent que quand on voit les podcasts aujourd'hui, qu'on écoute différents types de podcasts, qu'on voit des parcours en location courte durée, aujourd'hui on a tendance à un peu à enjoliver le truc en se disant on a affaire qu'à des gens qui ont des dizaines, des vingtaines, voire plus de locations en courte durée et qui finalement vivent de ça, mais une énorme majorité d'exploitants en courte durée, de loueurs en courte durée, ont un métier à côté finalement, et ont un métier, une activité, une passion, n'importe quoi, des enfants à gérer. Et la question de l'automatisation et de l'optimisation de son activité, elle est au cœur des problématiques de ces gens-là.
Et on constate de plus en plus de personnes aussi qui arrêtent la location courte durée parce qu'il y a une gestion qui est trop chronophage et qui du coup n'arrive pas à optimiser et se disent la gestion de ma location courte durée en fait n'est pas rentable. Ça me rapporte à peine plus de sous que si je la mettais en location meublée classique. Et en plus, j'y passe énormément de temps. Et donc voilà, on se rend compte quand même que c'est malgré les images qu'on a sur Instagram, tout ça, les gens qui ont une activité à côté de la location courte durée, c'est quand même une majorité. Et donc du coup, l'automatisation, c'est une problématique quand même Ah oui, non, mais ça, assez récurrente c'est aujourd'hui. sûr. Et en plus, après, il y a aussi des gens qui ont ce blocage mental de se dire ah non, mais moi, je ne vais pas automatiser parce que ça va déshumaniser mon activité. Mais ça, c'est pareil, c'est complètement faux. Tout est automatisé maintenant. Vous achetez sur Amazon ou même dans des très grands hôtels, il y a plein de choses qui sont automatisées. Alors ça, et puis alors tu vois, moi j'ai fait un Airbnb cet été, juste en descendant dans le sud, non même, oui, en descendant dans un mastermind du CDR. Et j'y suis allée avec mon homme et mes garçons. On est partis en famille en mastermind. On s'arrête dans un Airbnb et pour le coup, alors là, c'est le genre de personne qui veut absolument accueillir en physique. Et top, pourquoi pas, c'est pas un souci. Alors moi, je suis un peu un ours, donc ça me fait un peu chier, mais peu importe. Mais pour le coup, elle se prend le temps de m'accueillir en physique, pour me donner les clés, me présenter l'appartement. Mais dans l'appartement, il y avait plein de choses qui manquaient, il y avait des choses qui allaient pas bien, qui étaient... Et finalement, j'aurais préféré que l'appartement soit plus automatisé, que qu'elle prenne ce temps à chaque fois pour accueillir les gens, tu vois. En plus, là, comme elle est sur un lieu de passage, je pense qu'elle a des gens qui viennent à chaque fois que pour une nuit. Des gens qui font du nord au sud ou du C'est sud au ça, nord, tu donc vois. faut toujours se poser la question si ça apporte une valeur. Et puis je répète, hein, dans le top 10 des recherches sur Airbnb Booking, c'est l'entrée autonome. Après, il y a des gens, effectivement, qui veulent dormir chez l'habitant, qui veulent prendre un petit déjeuner avec l'habitant, etc. Mais ça, c'est pas la même clientèle qui va sur Airbnb ou sur Booking. Donc, c'est aussi ça qu'il faut se dire. De toute façon, à vouloir plaire à tout le monde, on va plaire à personne. Maintenant, Ah, c'est ça. Tu parles de l'arrivée autonome, mais parce que c'est quelque chose qui est très recherché sur une cible de clientèle. Si tu prends une autre cible qui adore louer des villas avec, je sais pas, 6, 7, 8 chambres et de la domotique, bah, tu vas peut-être pas pouvoir tout automatiser. Tu vas peut-être avoir besoin d'avoir un accueil en présentiel. Alors, pas forcément toi en tant que propriétaire, mais au moins prévoir que tes équipes, en fait, ton équipe de ménage soit là à l'arrivée du voyageur. Parce que c'est un besoin dans certains types de locations. Mais je vais même aller plus loin. On parle pas forcément là de location saisonnière ou de location Airbnb, mais tu as des locations professionnelles, par exemple, pour des durées limitées. Moi, je suis sur Bordeaux, tu prends Vinexpo. Quand tu loues une maison, pour des personnes qui sont en voyage d'affaires pour la semaine du salon du vin, il faut que tu prévois de mettre une arrivée autonome, ils s'en fichent. Par contre, ils veulent un majordome quand tu arrives dans une maison avec 4 chambres. Parce que eux, ils veulent que jour comme nuit, s'ils arrivent à 23 heures à la fin du salon, que quelqu'un leur fasse une omelette. c'est là où Voilà. c'est important donc d'avoir fait son étude de marché au début pour savoir ce qu'on peut automatiser, ce qu'on doit déléguer, là où on apporte de la valeur, là où on n'apporte rien même si on est présent. Et c'est tout ça qu'il faut maîtriser. C'est ça qui est intéressant, c'est là où tu apportes de la valeur. Si ton automatisation, elle apporte de la valeur, tu déshumanises pas ton activité. Par contre, si mettre un humain, ça apporte de la valeur, eh ben, il faut pas non plus automatiser à outrance. Voilà. Je vais te prendre un exemple complètement bâtard, mais les machines à pizza là que tu vois sur les bords des routes. Non, mais c'est vrai, si ça se trouve, elles sont très bonnes. Mais est-ce que tu as envie d'acheter un truc à un robot? Jamais acheté, justement. Bah voilà, mais moi j'y suis jamais allé parce que je me suis dit, bah, Mais c'est quand peut-être même qu'à un l'inverse, comble. les routiers vont prendre parce que ça les intéresse. Bah ouais, parce Parce qu'ils que 24 sur 24 aussi. Hein. voilà, c'est ça. À 4 heures du matin, t'as faim, t'as que ça. T'as Mais pas moi, j'ai d'humain. un autre exemple. Si tu fais une LCD dans des villes thermales, où pour le coup, tu as une clientèle bien plus âgée, là, effectivement, dans ton étude de marché, tu sais que ces personnes-là, elles préfèrent plutôt être accueillies, elles préfèrent plutôt que tu leur expliques, parce que souvent, les personnes plus âgées, bah, juste un code Wi-Fi à mettre dans un téléphone, c'est la fin du monde. Et donc Ah, mais même là, une boîte à clés. effectivement, ouais, bah, même une boîte à clés, tu vois. Oui, c'est vrai, même une boîte à Et à clés. l'inverse, si tu sais que tu accueilles des personnes âgées, tu vas peut-être pas mettre trop de domotique ou d'équipements trop high-tech dans tes logements parce qu'ils vont vite être en difficulté, etc., etc. Donc c'est là où c'est important. Et pareil, si tu vises une clientèle qui est à côté des centrales nucléaires
où tu vas pas viser le même type de logement. Parce que par exemple, à côté d'une centrale nucléaire, les gens, ils ont ce qu'on appelle un panier pour pouvoir payer leurs déplacements. Ils préfèrent être dans un logement à 5 ou 6, partager ce lieu pour pouvoir gagner sur les frais de déplacement et gagner plus d'argent à la fin du mois. Donc là, tu vas pas faire des T2, par exemple, ou des studios à côté d'une centrale nucléaire. Donc, c'est tout ça. Et ça revient toujours à ce que j'ai dit au début de ce podcast, c'est l'analyse de marché. Une fois que l'analyse de marché, elle est faite, et qu'elle est faite régulièrement après avec des analyses d'indicateurs, vous pouvez derrière savoir ce qu'il faut mettre en place, et ça a du sens. Si par contre vous faites au pifomètre parce que le voisin ou la voisine vous a dit de faire ça, et vous vous reposez sur aucune data, aucune donnée tangible, bah, c'est sûr que vous allez droit dans le mur. Surtout que la concurrence est de plus en plus élevée. Tiens, moi, j'ai une petite question. Finalement, on a parlé du fait que, d'être CPE, bah, ça t'a aidé, dans l'accompagnement, dans la location et tout ça. Mais est-ce que inversement, finalement, cette deuxième vie que tu t'es créée à côté avec la location, est-ce que ça t'a apporté quelque chose dans ton côté CPE Oui, parce ou que pas? bon, après, souvent le métier de CPE, il est juste, on le voit juste, et je l'ai vu pendant très longtemps avant que je sois CPE, comme la personne qui vous met des punitions, des sanctions. Mais on a un panel d'activités bien. Moi, ça dépend, j'ai des enfants 10 et Oui. pour le coup, bah, avec le CPE, pour le coup, quand on a des enfants 10, eh ben, on voit le CPE complètement Donc effectivement, différemment. on accompagne des enfants en situation de handicap, ou on peut accompagner aussi des enfants dans le cadre de leur orientation, enfin des jeunes dans le cadre de leur orientation, etc. Et ce qui a changé, bah, c'est surtout notamment dans le cadre de l'orientation, c'est-à-dire dans la manière de voir les choses. Parce que c'est vrai que souvent, lorsqu'on travaille dans l'éducation nationale, qu'on soit enseignant, CPE ou autre, on a souvent eu cette chance d'avoir un parcours assez linéaire. Voilà, on est à l'école primaire, au collège, au lycée, on était à l'université, on a eu nos diplômes. Derrière, on a eu un concours d'État, et puis maintenant, on est fonctionnaire. Donc, on a l'impression que tout le monde doit fonctionner de cette manière-là. Sauf que ça, c'est une minorité des gens. La majeure partie des gens ont des parcours chaotiques, mais c'est pas négatif quand je dis ça. C'est des parcours, voilà, ils sont pas linéaires. Et ça me permet de voir ça, de voir ça. Et ça me permet aussi, moi, et souvent je me prends la tête avec les entrepreneurs dans ce sens-là, pour moi, le monde du salariat ne s'oppose pas au monde de l'entrepreneuriat et vice-versa. Il y a des gens qui sont faits que pour être salariés, il y a des gens qui sont faits juste pour être entrepreneurs. Moi, ce que je dis souvent à l'élève, c'est pas ce que tu veux faire plus tard, mais qui tu veux être plus tard. Et en fonction de qui tu veux être plus tard, bah, il y a bien quelque chose qui va te plaire. Mais voilà, ce qui est important, on le dit souvent, hein, c'est le parcours, c'est pas l'arrivée, et donc qui tu es au quotidien. Et ça, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup évoluer, parce que ben, ce que j'apprends dans le monde de l'entrepreneuriat, je l'aurais jamais appris dans le monde de l'éducation nationale, et vice-versa. Tout ce que j'apprends dans le monde de l'éducation nationale aussi, dans la partie humaine, etc., je ne le revis pas spécialement toujours dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc moi, voilà, ça me permet de trouver un équilibre, mais qui est aligné par rapport à moi, à mes valeurs, à qui je suis, etc. Et c'est pour ça que moi, je ne suis jamais dans le blanc ou noir en disant c'est pas parce que moi je fais ça que tout le monde doit faire pareil. Mais par contre, si tu veux faire comme moi, bah, je peux t'expliquer comment j'ai fait et comment je peux t'aider à le faire. Alors, on arrive presque à la fin de ce podcast. Allez, peut-être encore 2 questions. J'en posais une, Maxime en posera une aussi. Tiens, bah, justement, comme on parle de ça, qu'est-ce que tu pourrais donner là vite fait comme conseil, à quelqu'un, bah, qui a une passion ou son métier lui plaît et qui a pas envie d'abandonner ça, mais qui en même temps veut saisir l'opportunité, de la location courte durée ou peu importe, de l'immobilier en général, Bah, hein? Est-ce que tu as 2-3 petits déjà, tips dire ou que d'une part, c'est faisable, qu'il faut arrêter d'écouter, je suis moi-même sur YouTube, sur Instagram, etc., mais arrêter d'écouter tout ce qu'on entend sur Insta, sur YouTube, en disant que la liberté, c'est simplement quitter son job et puis vivre sur une île déserte. Ça, c'est de la rêverie. La réalité, c'est de savoir qui on est, vers quoi on veut aller. Et si à un moment donné, nous, on se sent très bien en n'ayant qu'un seul appartement et en ayant un travail à côté, eh ben, on fait ça. Si par contre, on se sent à l'aise en ayant 10 appartements et en s'occupant de sa famille, voilà. En fait, l'idée, c'est surtout, je me dis, il faut que vous soyez aligné avec vous-même. Il faut que lorsque vous allez vous coucher le soir ou lorsque vous vous levez le matin, vous vous dites, voilà, j'ai un sens dans ma vie et je suis pas en train de suivre comme un mouton ce que font les autres. Et ça, c'est important pour moi. bah, Non, mais c'est effectivement, ça le ouais. problème, c'est qu'on est Je suis toujours pas un mouton, ouais. faire comme tout le monde. Il faut qu'on se marie, on ait des enfants, j'ai un chien, je vais au boulot, métro, dodo, j'ai un ou 2 apparts pour ma retraite. Non, ça c'est peut-être certains se sentent à l'aise avec ça. Si toi, tu te sens pas à l'aise avec ça, si même aujourd'hui, tu as pas envie d'investir dans l'immobilier et pas faire de la location courte durée, fais-en pas. Si ton dada, c'est de faire un business en ligne, fais un business en ligne. Si ton dada, c'est de vendre des produits physiques, vends des produits physiques. Si à partir du moment où ça s'aligne avec tes valeurs, avec qui tu es et tu te sens bien, fais-le.
Voilà, la liberté, c'est pas juste gagner beaucoup d'argent, hein. Exactement. Maxime, tu as peut-être encore une dernière question? Une dernière question. Non, parce que quand va sortir le podcast, ce sera fini. Mais je t'aurais demandé ton pronostic pour la Coupe du Monde de rugby. Mais c'était pas ça. Ah, ça, tu veux des tuyaux là maintenant? Non, ces podcasts. Moi, je te c'est pour toucher la cible du Sud-Ouest parce que voilà, on a on parle besoin. beaucoup de Strasbourg, c'est ça. Non, Bordeaux et Strasbourg, ça va, on est pas mal comme dans la diagonale. Je suis pas très loin de toi, Lauriane. Non, c'était Lauriane m'a fait une grande liste de questions que j'ai pas respectées. Allez, la dernière, juste la dernière. C'était laquelle que tu as mis? Alors, vas-y. Où est-ce que tu... Je vous demande. Alors, une dernière question. Où est-ce que tu te vois où est-ce que tu te vois dans un horizon de 10 ans? Quels objectifs tu te donnes, aussi bien en fait sur les 3 aspects de ta vie pro, c'est-à-dire aussi bien en tant que CPE, en tant que exploitant de courte durée et en tant qu'accompagnateur formateur. Alors déjà, dans 10 ans, je me vois toujours dans ma petite bourgade dans le Haut-Jura, c'est-à-dire que, ou en tout cas dans une bourgade qui ressemble. C'est-à-dire que moi, j'aime bien être dans l'anonymat, être tranquille. Non, mais moi voilà, j'aime bien le sport, la nature, et ça, moi, c'est ce qui me fait plaisir le matin. Moi, quand je vais à Paris pour des masterminds, des masterclass, etc., c'est bien pendant 48 heures, mais je suis content de rentrer chez moi, pour être honnête. Moi, en tout cas, comment je me vois actuellement dans 10 ans, en tout cas, j'aimerais bien toujours être dans le monde de la transmission. Alors, soit en faisant encore de l'accompagnement, de la formation, d'une manière ou d'une autre, je sais pas, mais peut-être même sur un autre sujet, je sais pas. On est tous en train d'évoluer. Il y a 10 ans, jamais je me serais dit, je vais partager mon savoir sur la location courte durée. Mais en tout cas, toujours être dans le partage, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et puis CPE, ou c'est sûr que alors soit je serai encore CPE, soit je serai dans le monde de l'éducation spécialisée encore, parce que je suis diplômé d'État là-dedans. En tout cas, je vois, dans 10 ans, j'aurai toujours ces 2 casquettes. Peut-être avec des fonctions différentes, mais je serai toujours dans ces 2 mondes, parce que actuellement, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et pourtant, à côté, j'ai investi, hein, parce qu'au début, quand j'ai commencé à investir, l'idée, c'était, c'était de quitter mon job, quitter la rat race, un peu comme je voyais partout. Puis en fait, je me suis aperçu, et surtout, je l'ai vu pendant le Covid, hein, quand en gros, j'avais juste mon business à gérer, mon immobilier. En fait, je me suis pas plu. Je me suis dit, mais moi, être dans un ordi tous les jours, ou voir personne, etc., je me plais pas du tout. Et moi, je sais que, et c'est pour ça, même je disais tout à l'heure, moi j'ai une autre casquette, je suis dirigeant dans un club de rugby à côté, parce que moi, c'est quelque chose qui me plaît, je m'occupe des jeunes, etc. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, même si un jour je devais quitter mon métier de CPE, je m'investirais, je sais pas, dans une asso qui s'occupe de jeunes ou autre, et ça, c'est sûr et certain. Donc en tout cas, je serai toujours dans les mêmes mondes, peut-être avec des casquettes différentes, mais ça, c'est sûr et certain. Ok, eh ben merci. Je vais conclure cet épisode parce que je vois Maxime qui a un rendez-vous et ça fait 5 minutes qu'il regarde l'heure là et qui se dit mais ils vont jamais arrêter. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas parce que Nicolas, vous allez voir, on va le revoir. Donc on est à la fin de cet épisode. Si vous voulez plus d'infos sur Nicolas, on vous met en dessous, vous pouvez regarder son Instagram, comment accéder à son accompagnement, bref, toutes les infos. Vous voulez en savoir plus, vous contactez Nicolas et vous aurez tout ce qu'il faut. Automatique BNB. Automatique BNB, oui, Automatique BNB. Mais tout ça, c'est noté. Donc, un épisode super inspirant, surtout pour moi, je l'espère pour vous aussi. Moi, j'ai appris plein de choses. Nicolas, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience. Merci à vous deux, c'était vraiment sympa. Je pense que tu as offert une belle perspective sur la possibilité de suivre sa passion tout en saisissant des opportunités d'affaires. D'ailleurs, tu parles autant que moi, donc je pense que tu as plein de choses à nous transmettre encore. Et pour le coup, avec Samy et Maxime, on s'est dit qu'on prévoirait bien un deuxième épisode avec toi, un épisode plutôt sur justement sur travailler, faire de la LCD, et puis justement être fonctionnaire. Parce que moi, j'en vois beaucoup qui sont fonctionnaires dans les masterminds et qui nous disent c'est très compliqué, il y a plein de problèmes. Et ça, je pense qu'il y a vraiment un truc à raconter là-dessus. Donc, j'en dis pas plus. Je tease un épisode qui arrivera peut-être dans 15 jours, 3 semaines après celui-là. On va voir ça. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. Pour rien louper, vous vous abonnez. Moi, je vous dis rendez-vous mardi prochain. Ça sera ou moi, ou Maxime, ou Samy, ou les 3. On verra. C'était Lauriane, Maxime et Nicolas pour Esprit BNB. Bye bye. À bientôt. Ciao. Ciao.